C'est avec le même ravissement que je vous retrouve dans cette émission, le Club de l'Actu, qui est le regard croisé des éditorialistes sur l'actualité. Merci d'être à bord. On s'intéresse à ce rapport qui a été publié en milieu de semaine, un rapport accablant sur les forces de sécurité guinéennes qui sont accusées d'avoir fait un usage excessif de la force contre des manifestants de l'opposition à l'occasion de manifestations, en tout cas, entre le mois d'avril et le mois de mai dernier. Quel enseignement peut-on tirer de ce rapport à l'orée de nouvelles manifestations projetées par l'opposition guinéenne? Faut-il craindre de nouvelles bavures policières ou venant de la gendarmerie? Nous allons poser la question dans cette émission. Et cette autre question, la Guinée serait-elle sous la menace d'attentats terroristes? Le président Alpha Condé croit savoir oui, se fondant sur des informations à lui fournies par des services de renseignement français. Le chef de l'État guinéen a laissé entendre récemment que son pays serait visé par des terroristes. Faut-il y voir un lien avec la polémique qui enfle en Guinée sur l'interdiction ou pas du port du voile intégral? Bienvenue à tous. Pour faire le débat, j'ai invité pour vous sur ce plateau Abdourahmane Diallo. Il est journaliste indépendant. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, Tamba Zakari Milimouno, qui n'est plus à présenter, et les journalistes à Espace FM. Tamba, bonsoir. Et bonsoir, Abakar. Tout à fait, à l'extrême gauche, Lamine Monuma Sissé plutôt, qui est un visage connu dans cette émission, et les journalistes à Digi FM. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara, qui n'est plus à présenter, l'Espace FM. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Alors, Tamba, pour commencer, on va prendre la direction de la Guinée forestière quand même. C'est une région dont on parle assez dans le landerneau politique. Beaucoup d'annonces ces derniers temps. On a entendu des leaders dire que la forêt serait... une opération de déstabilisation serait en cours en Guinée forestière. Donc, il y a beaucoup d'autres voix qui se font entendre pour dire que il y a des tensions communautaires latentes dans cette partie de notre pays. C'est en réalité un discours que nous avons entendu il y a déjà quelques temps, manœuvre de déstabilisation. Il faut bien comprendre que la période des élections est en train d'approcher à très grands pas. Monsieur Alpha Condé, qui est souvent indexé par ses pairs de l'opposition, et ces derniers temps avec l'annonce de la venue en politique de M. Moussa Dadis Camara, de ressortissants donc de la forêt. Nous avons entendu notamment dans le camp politique le leader du bloc libéral, Dr Faya Milimouno, qui pointait du doigt le pouvoir en place en termes de volonté de déstabilisation de la forêt. Nous avons écouté le Conseil suprême de la diaspora forestière qui est aussi intervenu dans ce même cadre. Qui pointe également des proches du président Alpha Condé. Qui pointe non seulement le président Alpha Condé lui-même, mais aussi des proches à lui, qui, en vue de s'obtenir plus de faveur vis-à-vis du pouvoir en place, donc du professeur Alpha Condé, ne s'empêcherait pas de brûler, comme on pourrait le dire, de brûler leur propre case. C'est donc un ensemble de communications comme ça, à mon avis, qu'il faut prendre à la légère, mais aussi qu'il faut assez sérieusement revisiter. Parce qu'on sait que le problème ethnique, le problème communautaire n'est pas exclusif à la forêt, c'est une première chose, mais aussi le problème communautaire en forêt n'est pas récent. C'est un phénomène qui s'est développé depuis plusieurs années déjà. Depuis tout petit, on se rappelle encore des événements de 93 où la forêt des communautés se sont affrontées. Et bien entendu, il faut aussi avoir le courage de reconnaître que ces dernières années, il y a eu pas mal d'affrontements entre les communautés dans cette localité-là. C'est une chose qu'il faut quand même reconnaître. Oui, c'est vrai. Mais le problème dans son actualité aujourd'hui, c'est aussi l'action de ces ressortissants de la forêt qui, bien qu'étant assez loin, jouissent de leur pouvoir symbolique, du fait d'avoir réussi dans la vie. Vous savez qu'en Guinée, culturellement, ça c'est quelque chose. Donc ce pouvoir symbolique, il est là. Mais aussi un pouvoir financier qui fait que, d'une certaine façon, on les suit dans ce qu'ils disent, on les suit dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Abdourahmane, votre regard sur
ces tensions latentes supposées entre guillemets, entre communautés en Guinée forestière. On sait que cette région du pays a été par le passé plusieurs fois secouée par des violences intercommunautaires, mais je pense qu'il n'y a que récemment on entend ces annonces. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'entrée en politique, il en a touché un mot, l'entrée en politique de Moussa Dadis Camara, qui est fils de la région? Alors certainement, peut-être que c'est un facteur qui a joué. Mais vous savez, je pense que pour ne pas être allé en Guinée forestière ces derniers mois, mais je crois qu'en fait, ce sont les autorités politiques et surtout les leaders politiques qui sont en train d'entretenir ce climat de méfiance entre les communautés. Je pense que si vous allez peut-être à Zérékoré ou dans les environs, forcément, il n'y a pas ce clivage tel qu'ils le décrivent. Parce que, vous savez, le rôle du politique, en fait, c'est d'un petit peu enfler la chose, d'un petit peu aggraver les choses. Est-ce qu'on est de faire de la surenchère? Est-ce qu'on est dans une pure communication politique telle que Faya Milimono et certaines autres personnes savent le faire? Ou est-ce que réellement, ils sont en train d'alerter sur une situation qui est extrêmement grave? Et bon, est-ce qu'on est dans une situation alarmiste? Déjà, il faut analyser la situation. J'ai écouté Nawad Damé sur vos antennes, je crois que c'est au cours de la semaine, qui tenait des propos assez irresponsables. On est en train de se rejeter la balle, chacun est en train de dire que c'est l'autre qui est en train de provoquer. Irresponsable en quoi? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas continuer à mettre en avant le fait qu'il est Mano et que, d'un autre côté, le fait que Moussa Dadis Camara, qui est issu de la communauté guerzé, de par sa mère, en fait, il n'est pas, sinon, il n'est pas guerzé en tant que tel, ce côté guerzé, il le prend du côté de sa mère. Donc, on est en train de mettre en avant ces vieux clivages ethniques qui existent entre Mano et guerzé, on est en train de l'instrumentaliser, alors qu'au fond, réellement, si on touche au contexte, si on enquête de manière plus approfondie, on ne trouverait pas, il n'y a foncièrement pas de problème. Mais on est en train de donner la perception qu'il y a un problème et vous savez que les perceptions le plus souvent conduisent à des drames. Oui, mais le fait que cette association Mazo organise un mouvement de soutien, une manifestation de soutien pour la réélection du président Alpha Condé, est-ce que cela n'est pas perçu par les autres communautés comme une sorte de provocation? Non, pourquoi ça serait une provocation? Pourquoi on accepterait que Dadis et autres qui évoluent dans l'espace public de la Guinée forestière organisent des manifestations de soutien à d'autres personnes et que le président de la République et les soutiens du président de la République ne puissent pas s'exprimer parce que tout simplement on considère que la forêt est l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Je pense que partout où on est en Guinée, chacun peut avoir le droit d'avoir ses soutiens, que ses soutiens s'expriment librement. On est en démocratie quand même. On ne peut pas d'un côté critiquer la démocratie et de l'autre côté accuser les gens de soutenir, interdire aux gens de soutenir le parti au pouvoir. Chacun peut soutenir le parti au pouvoir. On est en démocratie, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, qu'on laisse les gens soutenir. Quelque chose à rajouter rapidement. Justement, Abdourahmane Diallo vient de dire quelque chose sur laquelle j'aimerais rebondir. On a vu du côté du Fouta Djallon, il y a encore quelques temps, les mêmes cris, les mêmes alarmes, on les a entendus. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, je le dirais comme ça, à déstabiliser, pour reprendre leurs propres termes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à déstabiliser le Fouta Djallon? À mon avis, il faut moins indexer les politiques dans cette situation. Les propres fils des localités entretiennent ce climat-là. Avant, au départ, il n'y avait pas de grand problème entre Pelé et... Il y en a presque pas eu. Dans l'histoire de la forêt, il faut pointer du doigt les querelles entre Pelé, Malinké ou Konyanké qui sont présents. Je pense que ça a toujours été entre eux. Mais aujourd'hui, quand vous dites que des Pelé ont soutenu la candidature de M. Moussa Dadis Camara et lui ont promis qu'il n'y aurait personne en forêt qui voterait pour un autre candidat, et que de l'autre côté, des Mano qui sont aussi ressortissants de la forêt veulent soutenir un candidat précis, vous comprendrez donc que c'est parce que la société elle-même, là-bas, est assez mal organisée, c'est une première chose, mais de l'autre côté, elle est instrumentalisée par des ressortissants de cette communauté-là. Sinon, un politique, tel qu'on le dit, des politiques ont essayé l'expérience au Fouta Djallon, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça marche chez nous? Je pense qu'il faut voir le problème en forêt. Justement, c'est l'instrumentalisation de vieilles querelles, je ne dirais pas ancestrales, mais des querelles, des problèmes qui sont là. C'est ce qui est dangereux, c'est qu'on est en train de mettre en avant, écoutez,
il y a quelques années, on s'est battu contre ces gens, ils sont en train de revenir peut-être nous attaquer. C'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas instrumentaliser le vieux clivage. S'ils n'ont pas réussi au Fouta Djallon, je donne une explication, elle n'est pas scientifique, c'est peut-être parce qu'il y a une unité, il y a une seule unité ethnique, c'est les Peuls, d'accord. C'est vrai qu'il y a des Malinqués et des trucs qui vivent, des communautés qui sont arrivées par après, mais il y a cette forte homogénéisation vers la culture Peul. Alors qu'en forêt, aujourd'hui, toutes les communautés qui y vivent ont quand même conservé un petit peu leurs valeurs, ce qui fait que vous avez une multitude d'expressions culturelles qui existent. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que les politiques, et notamment ceux qui se présentent comme des représentants des diasporas, instrumentalisent ces vieux clivages ethniques pour les remettre au goût du jour et créer d'autres clivages, d'autres querelles plus dangereuses. Ouais. Lamine Monument, le fait que les communautés s'alignent les unes après les autres sur les positionnements politiques, est-ce que tout cela ne porte pas les germes de ces clivages ethniques et communautaires en région forestière? Et cette autre question, est-ce que vous êtes d'accord avec certains politiques que c'est le pouvoir qui est derrière ces tensions politiques en Guinée forestière? Oui, vous savez, malheureusement, je ne commande pas ce que disent les opposants en cette période. Tamba l'a rappelé tout à l'heure, on se rejette les responsabilités. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez, la question que vous avez posée tout à l'heure à Abdraman, que pourquoi maintenant on entend des voix dissonantes pour dénoncer ce qui se passe. Peut-être que ça se multiplie ces derniers temps. Sinon, on a entendu le Haut Conseil de la diaspora de la forêt se lever quand il y a eu Galapa, il y a eu assez de choses en forêt avec des discours tout à fait pas responsables. Et parce que c'est des discours incitatifs que j'ai écoutés à l'époque et beaucoup de personnes ont dénoncé. Je suis d'accord. On accuse moins les politiques en Guinée, malheureusement, à cause de la boulimie qu'ils ont pour le pouvoir, font tout pour assouvir leurs besoins. Mais c'est aux citoyens, à la population, de prendre conscience d'une réalité ancestrale, d'une réalité que nous connaissons, et dans laquelle nous vivons, de prendre conscience de cette réalité pour ne pas s'aligner derrière ses opposants. Alors, Dadis Camara peut-être a été un déclic pour réveiller ce qui se passe en forêt, parce qu'il faut rappeler que la forêt est une zone potentiellement conflictuelle. C'est la zone la plus potentiellement conflictuelle dans notre pays, à cause de la diversité d'ethnies que compose cette région forestière. Il y en a beaucoup, il l'a rappelé. Au Fouta, si on n'a pas réussi, c'est qu'il y en a moins. Et ailleurs, il y en a moins, mais en forêt, il y en a beaucoup. Et donc, les gens veulent jouer, chacun voudrait y puiser à l'occasion de ces échéances électorales qui arrivent. Donc, fondamentalement, on indexe le pouvoir, c'est justement là le sens de ma question. Le fait que cette manifestation qui a eu la semaine dernière en Guinée forestière à Zérékoré, et qui était organisée par la communauté Pelé et qui était soutenue par des représentants du pouvoir, disons par le pouvoir, est-ce que ce n'est pas une façon pour le pouvoir de dresser ces communautés, en tout cas ces deux principales communautés dans cette région, les unes contre l'autre, oui, l'une contre l'autre? Moi, je ne veux pas spécialement parler du cas de la forêt, mais force est de reconnaître que depuis l'arrivée d'Alpha Condé, on entend de plus en plus parler d'ethnie dans notre pays. Et cela part d'ailleurs de ses promesses de campagne et des actes qu'il a posés dans la gouvernance, dans les nominations. Donc cela est parti de tout ça là. Et nous savons aujourd'hui que pour être nommé à un poste, il faut prospérer dans sa zone, dans sa communauté, pour qu'on puisse vous nommer. Et cela forcément demande à ces personnes, impose à ces personnes de venir jouer à ce qu'on appelle instrumentalisation, de venir instrumentaliser sa communauté pour qu'ils soient davantage vus et qu'ils maintiennent leur poste. Ce n'est pas fait pour peut-être servir le pouvoir, mais pour se servir, il faudrait exister, il faudrait rester dans la conscience du président, en faisant croire au président, oui, on est influent, il y a cette communauté qui veut de vous, et tous ceux qui pourraient aller à l'encontre de cela, et voilà, malheureusement, oui, ils sont là. Avant de venir à l'ami, à Mohamed Mara, je pose cette question parce que c'est un peu l'entrée en politique de Moussa Dadis qui a servi de détonateur au réveil de ces tensions intercommunautaires.
est-ce que c'est pas une façon pour le pouvoir, je reviens sur cette question, sur cette manifestation qui a été organisée la semaine dernière, est-ce que c'était pas une manière pour le pouvoir de dire, c'est vrai, si l'ethnie Pelé ou la communauté Pelé soutient Moussa Dadis Camara, il y a d'autres ethnies, d'autres communautés qui soutiennent le pouvoir. Est-ce que c'est pas une manière de creuser ce clivage? Oui, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas été bien compris. Non, non, la question n'est pas bête et peut-être que moi aussi je n'ai pas été bien compris. Mais ce que je voudrais dire, que ce n'est pas forcément le pouvoir qui pourrait être à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui en forêt. Oui, mais c'est plutôt... Vous le reconnaissez, le pouvoir a soutenu cette manifestation. Oui, mais le pouvoir forcément soutient. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir est avide de soutien. Et donc, quand il y a une manifestation organisée... Non, je vous dis... Non, la communauté non, je vous dis que c'est malheureux. Non, c'est vraiment malheureux. Ce n'est pas... Il y a des Pelé qui soutiennent le pouvoir. Oui, absolument. Mais s'il faut toujours mettre la pour en revenir à votre question, moi, je me dis, pourquoi ne pas plutôt prendre la question à l'envers? Est-ce que ce n'est pas plutôt ceux-là aujourd'hui qui s'inscrivent dans une logique de dénonciation, justement, qui sont en train d'encourager ces clivages-là? De quoi s'agit-il? Moi, je vais vous rappeler, Abdourahmane a rappelé un fait très important. Quand vous prenez le Fouta, il y a une multiplicité de communautés, en réalité. Mais certaines, aujourd'hui, ont fini par disparaître. C'est le cas, par exemple, des Tchapis. Parce que le Pulaar a été la langue dans laquelle, par exemple, on a enseigné le Coran. Donc, le Fouta a été islamisé dans une langue. Ce qui fait qu'il y a une communauté linguistique aujourd'hui au Fouta. Manding, quand vous allez à Kankalabi, vous trouvez des familles Kamara, des familles Djaouné et autres, mais qui n'ont pour seule langue pratiquement que le Pulaar. Donc, ceux-ci, avant tout, se reconnaissent, il y a une certaine identité. Ce qui fait, par exemple, dire à Tierno Monenembo que Peul, contrairement à ce que l'on pense en Guinée, que Peul n'est pas une ethnie. Mais en réalité, Peul, c'est un peuple, c'est un ramassis de communautés qui sont ensemble et qui ont une identité commune. Vous le savez très bien quand on parle, par exemple, de Wassolo. Vous savez ce que ça veut dire en réalité. Mais en Guinée forestière, les communautés ont surtout gardé en réalité leur identité particulière. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? Quand vous prenez Zérékoré, le nom Zérékoré même à l'origine est Manon. Ça vient d'un Zanon qui veut dire mon médicament. En réalité, fondé d'abord par les Manons, ensuite les Guerzés arrivés, mais ensemble sont des populations autochtones. Ces deux peuples-là se sont tellement interpénétrés qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas différencier réellement un Manon d'un Pelé. Je vous donne un exemple. Les Ogbelemou, par exemple, aujourd'hui le vieux Azali, qui est le patriarche de Zérékoré, certains vous diront que lui-même il est Manon. Parce que les Ogbelemou et les Ogbelemou, en réalité, sont des gens d'origine Manon. Quand vous prenez les lamas, par exemple, de Goïké, un député me disait que lui, son père lui disait, et quand il était encore très jeune, lui disait tout le temps, nous sommes d'origine Manon. Donc, vous voyez un peu comment les peuples s'interpénètrent. Le problème, il est arrivé où aujourd'hui? C'est vrai que ces clivages-là existaient. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, avec l'entrée en politique de Moussa Dadis Camara, on l'a tous suivi et dénoncé. On l'a tous suivi et dénoncé. Rappelez-vous, ces communiqués venant notamment des jeunes de son parti, demandant aux tenanciers, notamment des bars, des gargotes, des vendeuses de feuilles dans les marchés, ainsi de suite, donc à une communauté particulière, de ne pas aller au marché. Parce que Dadis Camara devait revenir ce jour-là. Donc, tout comme au Fouta et en Guinée, les gens tout de suite se sont alliés derrière Moussa Dadis Camara, avant tout parce qu'il semble être le fils du terroir. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, voir une association, parce que c'est l'une des nombreuses associations Manon, cette association-là ne regroupe pas tous les Manons. Cette association-là, ce n'est pas, comment on appelle ça, on les appelle dans nos régions, en tout cas ne représente pas la communauté en tant que telle, mais c'est une association culturelle à l'origine, Manzo. Mais de quoi s'agit-il? Ils ont décidé de soutenir le président Alpha Condé. Maintenant, ceux qui ont promis à Dadis Camara notamment de lui offrir la forêt sur un plateau d'or ne s'en trouvent pas du tout heureux. Et ça, c'est un discours aussi qui peut bien passer parce que ce sont eux qu'on a le plus entendu depuis cela. Donc, les cadres... Mais vous savez bien, Mohamed, que cette agitation, oui, elle est née du fait à partir de l'entrée en politique surprise de Moussa Dadis Camara. Et on peut aujourd'hui vouloir tenter de reprocher au pouvoir en place de tout faire pour diviser les communautés. Est-ce que c'est le pouvoir qui divise? Regardez, déjà, on peut soupçonner, la question qu'on peut se poser, une volonté
de diviser les communautés pour finalement tirer ces marrons. Attendez, je voulais justement moi, je ne sais pas là-dessus. pourquoi on N'oublions pas une s'appesantit chose. beaucoup sur la N'oublions responsabilité du pouvoir. C'est Il n'y a pas que la, c'est il n'y a pas que le pouvoir qui est responsable. Cela a été évoqué et nous sommes tous unis là-dessus. Autre On ne peut pas l'exclure dans la mesure où cette agitation, on l'avait on ne peut pas l'exclure. On l'avait pas connu en Guinée forestière l'année dernière à l'occasion des élections de 2010. attention, parce qu'on n'avait pas. Le nouvel élément C'est l'entrée en politique. C'est l'entrée en politique de Moussa Oui, Dadis Camara. mais justement. Et tout le monde sait que Moussa Dadis Camara n'est pas en train d'emboucher la même trompette que le candidat du pouvoir en place. Mais la question. Absolument. Oui, mais la question. Est-ce que c'est un crime, notamment pour une association venant d'une autre communauté, de vouloir soutenir par exemple Alpha Condé? Ce qu'aujourd'hui, C'est moi ce qui je est perçu plains. aujourd'hui à Guinée Moi, forestière comme un crime. Absolument. pas Guinée forestière. Les cadres qui aujourd'hui soutiennent Alpha Condé sont aujourd'hui étiquetés comme étant des cadres alimentaires. Vous avez suivi ça, notamment dans les déclarations récemment du président mondial, notamment du Haut Conseil de la diaspora forestière. Vous avez suivi ces propos. Donc, ce que moi je reproche aujourd'hui à ces associations, je reproche la même chose notamment à ceux du côté de Manding également, qui font croire qu'Alpha Condé c'est le Messie et qu'il ne doit pas y avoir une voix discordante. Donc, c'est avant tout cela. Maintenant, la question. Moi, je pense que la démarche elle-même n'est pas intelligente. Ceux qui dénoncent auraient dû avoir une autre démarche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On l'a suivi au Fouta Djallon ou ailleurs. Rappelez-vous quand Cellou Dalein Diallo s'est lancé en politique en 2008. Quand il est arrivé, l'homme n'était vraiment pas aimé du Fouta Djallon. On le sait tous. L'homme n'était pas accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des sages, notamment à Lipoula, ont commencé à sillonner concession après concession, sous-préfecture après sous-préfecture, pour aller à la recherche de l'adhésion des autres. Au lieu, par exemple, que les partisans de Dadis Camara aujourd'hui essayent d'aller vers les autres communautés, justement, pour tenter de dialoguer, pour tenter d'emporter leur adhésion, elles se lient et disent, écoutez, si vous ne soutenez pas, c'est que vous n'êtes pas de nous. Et c'est là, à mon avis, aussi une faute. Même si je reproche à Alpha Condé de mettre l'huile sur le feu en forêt. Lorsqu'il y a les massacres de Zogota, il devait venir personnellement à Zérékoré, s'adresser aux populations. Mais quand il vient à Zérékoré, dire au palais, Zérékoré n'appartient pas qu'au palais, je dis que c'est une foutaise. En réalité, c'est parce que quelque part, il n'est pas au contact de la réalité. Il ne peut pas du tout se tenir à l'abbé, dire au peuple que l'abbé n'est pas au peuple. Il ne peut pas se tenir à Kankan, dire au Malinké que Kankan n'est pas au Djané ou au Kaba. Ça, ce n'est pas possible. Bien, Mohamed Mara. Si vous avez, pour rajouter quelque chose, si vous avez suivi le débat de tout à l'heure, alors il se dégage un constat assez sérieux qui devrait nous interpeller, autant politique, simple population que journaliste. On semble vouloir forcément observer les phénomènes sociaux à l'aune de l'appartenance ethnique. Finalement, l'ethnie devient la condition de la réflexion, la condition de tout ce qui est posé comme acte au sein de notre communauté, au sein même de notre pays. Et ça devient assez dangereux. Abdourahmane avait posé la question tout à l'heure de savoir si on n'avait pas le droit de soutenir, nous en tant que communauté ou association, on n'avait pas le droit de soutenir un candidat précis. Vous voyez, donc, le phénomène, il est que on a le droit de le faire, mais dès que vous le faites, parce que, et c'est le deuxième constat que je veux faire, vous savez, les sociétés forestières, et même celles du Fouta Djallon, bon, de la Guinée plus généralement, elles sont religieuses. Et très facilement, le phénomène politique s'entoure de religiosité. Mohamed Mara parlait de Messi tout à l'heure. Moussa Dadis Camara, c'est un peu un symbole. Ce n'est pas qu'un simple leader pour les Pelés, c'est un symbole. C'est comme quand vous refusez d'être musulman, le musulman vous perçoit comme un kafir, un païen, un mécréant. Donc c'est plus ou moins la logique que nous avons. Dès que vous dites que vous n'êtes pas d'un camp, parce que vous dites ne pas être de ce camp, on dit que vous êtes contre ce camp. Et toutes les actions que vous allez poser vont être étiquetées. Il faudrait qu'à la base, les journalistes fassent un travail sérieux, qui puisse se départir de toute cette observation à partir de l'ethnie. C'est une première chose. Mais que nos politiques aussi aient un discours qui aille dans ce sens-là. On parlait de réconciliation nationale et toujours ce terme est revenu, l'expression est revenue, la meilleure voie qui puisse réconcilier les Guinéens, qui puisse réconcilier un peuple, c'est le plus haut sommet. On veut avoir un discours sérieux, un discours qui unisse les Guinéens depuis le sommet de l'État. Malheureusement, nous ne l'avons pas entendu dans les massacres de Zogota. On semble voir l'État cautionner les massacres qu'on a eus dans cette localité-là. Et c'est aussi, à mon avis, la raison
qui pousse des cadres, qui pousse la diaspora forestière à penser qu'il y a en vue des desseins de déstabilisation de cette communauté. Et vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, le débat communautaire qui refait surface en Guinée à quelques mois d'une élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre. On va d'ailleurs y rester pour parler de ce leader communautaire qui a fait parler de lui cette semaine. Il s'agit de l'âge Serouna Souma, qui est le Kuntigi de la Basse-Côte. Est-ce qu'il finalement il a décidé de rester au centre, de rester neutre après avoir reçu la visite du chef de l'État chez lui et après le passage de l'épouse du chef de file de l'opposition? Ça continue de zazer autour de... C'est oui, non. Oui, cette question. C'est oui, non. Lamine Mounima Cissé, quel regard sur cette valse d'hésitation de ce leader communautaire, le Kuntigi de la Basse-Côte? Finalement, est-ce que c'est un leader qui est indécis et qui ne sait plus où donner de la tête? Non, il sait tout ça, il sait ce qu'il fait. Ce monsieur est malheureusement... Vous pensez qu'il a basculé? Je ne sais pas, il sait comment survivre, il sait ce qu'il fait, c'est ce que je veux simplement dire. Vous savez, Serouna, je parle de Serouna parce que le sujet est posé, sinon je ne veux vraiment pas parler de ce monsieur qui se présente aujourd'hui comme un messie, un unificateur. On sait tout ce qu'il a représenté dans cette localité. Par le passé, on retient encore son éruption dans une salle d'audience où il a giflé, voilà, donc un magistrat qui est en train de rendre le jugement. Parce qu'il se prenait pour un dieu. Conté, qui était président à l'époque, ne l'osait pas, non, ne se prenait pas comme tel. Alors, ce que je voudrais dire, au début, vous savez que quand il a demandé, il a plusieurs fois, d'après les informations, au début du régime, du régime d'Alpha Condé, il a plusieurs fois voulu venir avec le président qui aurait trouvé meilleur que lui, et voilà, donc en Basse-Côte. Alors il est resté campé sur sa position, il est resté dans son coin et il en a profité pour aller là où ça pouvait faire mal. Là où ça pouvait faire mal, c'est Choila Selouda Lendialo, on l'a vu là-bas, et il a même été à la base d'une fronde qui s'était opposée à l'époque à la coordination de la Basse-Côte, le Kunti, et tout ce qu'on entend, toutes ces dénominations qu'on entend aujourd'hui ont été créées à l'issue de cette fronde ou de ce qu'il a suscité à l'époque. Donc, Serouna, il sait bien, il a été rencontré KPC qui, semble-t-il, serait en train d'être cette personne-là qui serait en train de rapprocher les positions de Kuntigi, de la Basse-Côte, et celui du président de la République, pour qu'il vienne dans les rangs, d'après ce que j'ai entendu. Donc pour qu'il vienne pour battre campagne pour le président de la République dans la perspective de cette élection présidentielle. Et entre-temps, l'ancien allié qui est l'UFDG est inquiet, et parce qu'il se trouve aussi dans les mêmes dispositions d'aller trouver... pas devenu soudainement ancien allié. Oui, non, jusque-là, jusqu'au moment où il rencontrait KPC, on pensait que l'UFDG était un ancien allié. Mais l'UFDG est revenu et Serouna, on sait tout ce qu'il a tiré comme profit d'après les informations que nous avons de ce côté, tout ce qu'il a trouvé comme profit aux côtés de l'UFDG. Donc, c'est quelqu'un qui veut avoir tout, partout, et nous sommes tout, partout à la fois. C'est peut-être ceux qui vivent à côté de lui, ceux qui vivent avec eux, qui s'indignent. Et moi, je ne l'utiliserai pas contre lui, mais lui, il s'en fout et il sait ce qu'il fait. Vous êtes déçu de ce... Et c'est pour ce qu'il fait pour se remplir les poches et peut-être vivre comme il l'a vécu. Il a vécu son temps dans le temps. Bien. Pour être déçu, il faudrait avoir attendu beaucoup d'une personne. Personnellement, je n'attendais rien, mais je me dis que la position que Elhadj Serouna aujourd'hui est en train d'afficher, c'est celle-là qu'il aurait dû avoir de tous les temps, en réalité. Lorsqu'on est leader communautaire, ne l'oublions pas, il est difficile aujourd'hui d'aller par-dessus ces coordinations régionales. Je vous rappelle que les partis politiques en République de Guinée nés à partir de 1946, en réalité, sont nés de ces coordinations régionales. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous prenez l'amicale Gilbert Veillard à Mamou, quand vous prenez l'Union forestière, quand vous prenez l'Union Mandingue et autres, en réalité, sont nés sur le terreau justement de ces coordinations religieuses. Avant, d'ailleurs, en Guinée, les partis étaient officiellement des partis d'abord d'origine ethnique. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont des gens qui ont traversé les temps, qui se sont adaptés aux circonstances. Donc il y a une certaine
façon, un certain art, disons, de changer de chemise. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Alpha Condé est au pouvoir, ils se rendent compte que peut-être en allant trop s'afficher, excepté aujourd'hui peut-être la coordination Al-Poula, mais trop s'afficher avec l'opposition, alors que les échéances approchent et que certains, en voyant un peu plus près les dés qui sont jetés, on a l'impression qu'Alpha Condé va peut-être vers une réélection, ils se disent peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Quand on sait surtout que les cadres de la basse-côte sont ceux qui ont le plus, en réalité, bénéficié du pouvoir d'Alpha Condé. En tout cas, au gouvernement, je vais me limiter là. En tout cas, au gouvernement, ce sont quand même les Manitou, la primature, les mines, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, je me dis, El Hadj Serouna aurait dû rester un peu au-dessus de la mêlée dès le début. Il aurait dû être une sorte de patriarche à l'écoute de tout le monde et ne pas du tout se jeter dans l'arène politique. Malheureusement, c'est toujours plus fort que ces leaders, notamment de nos coordinations. Vous l'avez senti ici après les massacres du 28 septembre. On a vu comment la coordination Al-Poula s'était affichée à l'époque. On a senti un peu plus près, plus tard, tout à l'heure vous le rappeliez avec la coordination forestière, l'Union Mandingue qui prend tout le temps fait cause pour le président Alpha Condé, qui tente même bon an, mal an, un rapprochement entre Alpha Condé et Lansana Kouyaté. Donc c'est un peu comme cela que ça marche. Moi je me dis que El Hadj Serouna, en se détachant aujourd'hui, en voulant réaffirmer cette neutralité, en réalité c'est discrédité. Parce que tout le monde sait, pas plus tard que le 2 juillet, il disait, ici c'était sur le site Guinée Matin de notre confrère Nouh Baldé, il disait qu'il était avec El Hadj Seydou Daniel Diallo jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, apparemment, la mort est intervenue seulement 3 semaines après. Parce que quand on dit au chef de l'État, en fonction, je suis avec vous et je ne vous trahirai jamais, alors là, je me pose des questions. Donc, il veut prendre le dessus, il veut prendre de la distance, mais en réalité, il n'a fait que s'enfoncer. Et moi, je ne veux pas accorder plus d'importance à ce positionnement qu'autre chose. Et cette guerre, entre guillemets, entre le pouvoir et la principale force politique de l'opposition autour de ce personnage, il semble que la basse-côte n'ira plus en guerre avec Seydou Daniel Diallo comme annoncé à Chicago. Absolument. En tout cas, Seydou Daniel Diallo a laissé entendre qu'ils se sont mis d'accord avec les sous-sous de la basse-côte. Vous pensez que El Hadj Serouna est aussi une carte aussi importante? Est-ce que c'est une carte à jouer pour l'un et l'autre camp dans la perspective de cette présidentielle? Alors c'est une parfaite carte si on prend le contexte politique guinéen. En fait, on est face à une opération de communication politique qui est parfaite. El Hadj Serouna, on le montre en train de dire au président de la République, je vous soutiens, je ne vous trahirai pas. Et ensuite, vous avez malheureusement l'UFDG qui tente de rattraper le coup, mais le coup est déjà parti. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que El Hadj Serouna ne s'est pas dédié. Il a juste dit qu'il était au centre. Et on sait ce que ça signifie être au centre. C'est-à-dire qu'il a laissé les potentiels... que les portes sont pas fermées. Oui, justement, il a laissé de potentielles hypothèses comme quoi ceux qui l'écoutent, ceux qui sont censés le suivre, se disent, écoutez, s'il a déjà dit quelque chose au président de la République, c'est par respect qu'il n'a pas ouvertement dit à l'UFDG qu'il n'est plus avec eux. Ouais. Donc, on reste aligné sur la position de El Hadj Serouna. Donc, on est dans une forme de perception. Vous pensez qu'il a basculé? Je pense même s'il n'a pas basculé, mais qu'il a quand même par cette opération de communication, le pouvoir est parvenu à créer une certaine perception, à créer un doute, à susciter des hypothèses dans la tête de ceux qui peuvent naturellement suivre El Hadj Serouna Souma, notamment dans le choix qu'ils feront le 11 octobre prochain. Il ne faut pas oublier une chose. Mais toute cette phase d'hésitation, est-ce que ça le décrédibilise? Est-ce que ça le décrédibilise? Ça, je ne saurais le dire. Je ne sais pas comment pensent ses soutiens. Mais du regard de certaines personnes, ça pourrait le décrédibiliser. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je n'admire pas foncièrement comme les gens le font. Ce n'est pas une autorité morale comme on voudrait nous la présenter. Il capitalise un peu l'aura de Lansana Conté qui laisse sur lui. Et la deuxième chose que je voulais souligner, il ne faut pas que les gens oublient, on est dans un contexte où la démocratie, ce n'est pas une voix, un homme. C'est qu'il faut, devant un leader, soit un notable, qui donne le ton, et derrière, les voix suivent. Et je crois qu'au RPG, on a compris cette stratégie. Et c'est cette stratégie-là qu'on est en train de mettre en œuvre. Ce n'est pas seulement avec les gens de la basse-côte, même au Fouta, on fait tout pour que, par exemple, un monsieur comme El Hadj Biro, même si certains du Fouta considèrent que ce n'est pas une voix prépondérante, mais n'oubliez pas une chose, c'est que
vous avez des fils de chacune des régions qui sont à des positions stratégiques au sein de l'administration, qui, chacun en eux, est un réservoir de voix. Et je crois qu'à l'opposition, les gens n'ont pas compris cette stratégie-là. Et il faudrait peut-être qu'ils se réveillent si, en tout cas, ils veulent gagner quelque chose le 11 octobre. Je pense que le pouvoir et tous les partis politiques devraient avoir une vision plutôt actualisée de la carte traditionnelle de nos communautés. Je veux commencer par dire que cette grande versatilité de Alhadj Saïkouna, comme vous l'appelez, à mon avis, c'est l'illustration de la crise du vieil âge, de la sagesse africaine. Parce qu'on sait ce que représentait la parole d'un sage par le temps. Mais je veux rebondir un tout petit peu sur les propos de Abdourahmane de tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire attention avec cela parce que on pouvait, par le temps passé, dire que à lui seul, à sa seule voix, il pouvait drainer après lui toute une communauté. Mais ces valeurs traditionnelles qui faisaient du vieil homme, du vieillard dans notre communauté, un homme et un être écouté qui approchait la divinité, à mon avis, cela a aujourd'hui changé. Il y a des communautés qui gardent encore ce caractère sacré du vieil homme, en partie, et ce n'est pas, sur tout le territoire des communautés concernées. Chez les Peuls, ça existe encore. On a vu qu'avec les doyens, avec Ali Poula, si je ne me trompe, on a dû avoir recours aux propos du doyen pour que les clivages ethniques qui se transformaient en confrontation ici à Conakry, pour qu'elles baissent un peu, pour qu'elles baissent d'un ton. Il y a donc de ces communautés qui sont restées plus ou moins traditionnelles. Mais ce n'est pas le cas de la Basse-Guinée aujourd'hui. Je ne partage pas ton avis. Je sais aujourd'hui combien de fois des gens qui sont dans des positions administratives très élevées, qui bénéficient de ces positions administratives et qui, par ricochet, font bénéficier leur communauté d'origine, combien elles sont en train de se démener. Combien elles sont en train de se démener pour que, justement, à mon avis, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, l'argent fait plus drainer que ces valeurs traditionnelles. C'est plutôt ce que j'ai remarqué. Lorsqu'on a un plus grand pouvoir matériel, à mon avis, on a plus d'emprise sur les opinions et les perceptions, les représentations des gens. Mais justement, c'est ça que je parle. Malheureusement... Vous êtes sur la même longueur. Non, mais du côté de Alhadj Saïkouna, il faut faire la part des choses entre le symbolisme matériel d'un être particulier et ce symbolisme qui se dégage des valeurs. Ce que vous dites est tellement bien fondé que ça me rappelle le choix du candidat de la forêt en 2010. Est-ce que vous vous rappelez le critère essentiel? À l'époque, il s'agissait, parce qu'il y avait plusieurs candidats annoncés, il était question de choisir finalement le plus nanti. Et il est arrivé deux hommes au coude à coude, c'était notamment Papa Koli Kourouma et puis Jean-Marc Teliano. Je crois que finalement, d'ailleurs, le choix s'était porté sur le patron du RDR, même si de l'autre côté, Jean-Marc Teliano avait fait la tête. Ce que vous dites est fondé, mais je crois que ça ne peut pas exclure la position du Abdourahmane, parce que malgré tout, il y a quand même un fort vivier qui, quelque part, continue d'être, en fait, de se représenter le général Lansana Conté comme étant le sauveur de la Basse-Côte, comme celui-là qui lui a redonné son honneur. Et à mon avis, en cela, il ne faut pas du tout négliger le poids des Alhadj Saïkouna. Oui, mais attendez, on ne peut plus parler. J'ai eu un dernier témoignage, j'aimerais le faire. Dernièrement, j'ai rencontré un cadre sénégalais qui m'a dit: écoute, Zachary, vous avez un pays assez riche, assez intéressant, mais si vous ne faites pas attention, vous journalistes et tous les autres acteurs de votre société, si vous ne faites pas attention aux problèmes ethniques en Guinée, vos richesses, vos potentialités, tout va être parti. Et au moment où vous aurez recousu le tissu social guinéen, il n'y aura plus rien pour vous nourrir. Je pense que nos communautés doivent faire attention à cela. Si un doyen tel que Alhadj Saïkouna, dont nous sommes en train de parler, il change, il retourne kazakh simplement par le fait d'une simple visite, parce que c'est lui qui a été glorifié, pas toute la communauté. Rien qu'à partir de cela, à cause de cette symbolique de la visite du président de la République, qu'il change de veste tout d'un coup, à mon avis, ce n'est pas fondé. Je n'ai rien contre le professeur Alpha Condé, pas même quelque chose contre M. Cellou Dalein Diallo, mais nous devrions avoir des critères beaucoup plus rationnels dans les choix que nous faisons. Oui, moi je voudrais parler, c'est vrai que Alhadj Saïkouna, tout ce dont il jouait aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ce qu'il a représenté sous le régime Conté, et nous savons tout le respect que Conté lui a pour l'homme.
Et on a vu tout récemment le congrès du PIP qui est l'héritage politique de Conté, auquel Conté devait beaucoup. Voilà, donc Elas Seruna n'est pas présent. Elas Seruna n'a rien fait pour la réussite de ce congrès, pour le PIP d'ailleurs, et va ailleurs. Moi je pense que ça sera... Je rejoins Zachary pour dire que Elas Seruna, il vient seul, mais ce symbole qu'il représentait ne lui colle plus à la peau. Alors pourquoi cette visite du président de la République, Elas Seruna, quand on sait qu'Alpha Condé, après tout, est fait un stratège, il n'y est pas allé pour rien? Oui, Alpha Condé peut passer autrement. Alpha Condé a pensé peut-être que Elas Seruna peut lui permettre d'avoir la basse-côte ou tout au moins la contrée. Mais ce n'est pas... Voilà. Non, oui, au contraire, on en veut aujourd'hui à Elas Seruna d'avoir abandonné le PIP. À mon avis, nos politiques n'ont pas une vision actualisée de la situation. Justement. On en vient à ce plan de résistance, à ce rapport très accablant pour les forces de sécurité guinéennes qui sont donc accusées par Human Rights Watch d'avoir fait usage de façon disproportionnée de la force contre des manifestants entre le mois d'avril et le mois de mai dernier à l'occasion des manifestations de rue déclenchées par l'opposition. Donc on s'intéresse à ce rapport, Lamine Monima Cissé. Est-ce que vous partagez les conclusions de ce rapport? Est-ce que vous pensez que tout cela peut présager, en tout cas la gestion des dernières manifestations peut présager d'un tour de vis sécuritaire à l'horizon de nouvelles marches projetées par cette opposition et sur la route de cette élection présidentielle? Oui, malheureusement que je n'ai rien à opposer contre ce rapport qui a été publié par l'ONG américaine qui est très sérieuse. C'est une ONG internationale, c'est vrai qu'il y a une source américaine. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas seulement les forces de l'ordre qui ont été épinglées dans ce rapport de l'ONG américaine. Oui, mais il faut, quand on veut rappeler, quand on veut parler du rapport, il faut parler de tout ce qui a été dit dans le rapport. Ne parlons pas des forces de l'ordre. Peut-être les forces de l'ordre, on voit l'État, mais il y a la responsabilité des organisateurs de tout le monde. Vous avez vu ou pas l'intitulé du rapport? C'est intitulé Guinée, excès et crimes, en tout cas commis par les forces de sécurité. Oui, vous savez comment je comprends. Vous savez comment moi je comprends ce rapport-là. Moi, j'estime que nous devons faire bon usage de ce rapport. C'est-à-dire que pour sensibiliser et dénoncer les abus des forces de l'ordre, mais aussi dénoncer l'attitude des manifestants et des organisateurs des manifestations. Et parce que tout a été décrit dans le rapport qui a été publié par l'ONG. Et cela pourrait nous éviter éventuellement d'autres crises ou d'autres événements similaires que nous avons connus par le passé. Alors, à ne parler que des forces de l'ordre, c'est mon avis, à ne parler que des forces de l'ordre. Je suis d'accord, je vais revenir tout à l'heure. Beaucoup plus. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Mais à ne parler que de ça, et cela pourrait être une garantie, une assurance pour les autres d'exceller dans leur abus aussi, qui n'est pas moindre. Voilà. Maintenant, pour parler des forces de l'ordre, je suis d'accord. Je suis d'accord que jusque-là, moi, j'estime que l'État a une grande responsabilité. C'est vrai qu'on dit que les forces de l'ordre sont souvent attaquées et l'ONG en a fait cas, a mentionné cela dans son rapport. Mais moi j'attends de l'État jusque-là qu'on nous montre quelqu'un à la télévision en train d'être jugé et qui serait coupable de bavure ou qui aurait assassiné, qui aurait tué et qui détiendrait des armes pour venir troubler l'ordre public pendant les manifestations. Malheureusement, cela n'a pas été fait. On a vu des manifestants arrêtés pour trouble à l'ordre public. Mais moi, je l'attendais parce que l'État, c'est autre chose. Moi, j'estime que l'État peut le faire. Pendant combien d'années nous sommes en train de dénoncer? Et l'État se victimise. L'État, à ce niveau, n'a pas besoin de se victimiser. L'État a intérêt à prouver à la face du monde que non, l'accusation dont on est en train de me faire porter, je ne suis pas seul responsable de ce dont on m'accuse. Donc l'État doit à cet effet diligenter et je dirais d'ailleurs l'État doit mettre tous les moyens à sa possession. Il y en a beaucoup qui sont immenses, donc insondables. Alors pour que l'opinion nationale au moins soit la conviction de l'opinion nationale soit assise sur une certaine vérité. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre politico-politicienne où les acteurs politiques, l'État se transforme en politique, les acteurs politiques sont là également et finalement, ça ne fait pas l'honneur de notre pays et c'est ce qu'il faut éviter.
encore une fois, c'est important de prendre au sérieux ce rapport et d'interpeller les acteurs politiques de ceux qui nous guettent. C'est un indice qui compte beaucoup dans les relations publiques, dans les relations internationales. Mais, vous pensez aussi qu'il y a eu usage disproportionné de la force par les forces de sécurité guinéennes dans la gestion des dernières manifestations, des forces de l'ordre qui se retrouvent souvent à l'occasion nez à nez avec des manifestants qui sont souvent aussi lourdement armés. Je pense qu'on peut être très facilement de partager les responsabilités. On peut tenter très facilement de partager les responsabilités. Dire par exemple que les représentants de l'opposition n'ont pas pris tout le soin, les acteurs de l'opposition n'ont pas pris tout le soin pour préparer citoyennement leurs militants à de telles manifestations, ce qui peut donner les bavures auxquelles nous avons longtemps assisté. Il est vrai qu'à l'intérieur même des manifestants de l'opposition, il y en a qui y vont de manière assez disproportionnée. C'est une vérité. Ça conduit parfois certains des forces de l'ordre à user démesurément des moyens en leur possession. Mais il faut insister sur le rôle de l'État. Il faut insister sur le rôle de l'État. Ce qui se passe, c'est que plusieurs de ces manifestants se sont retrouvés, quelquefois qui ne manifestaient pas du tout, se sont retrouvés dans des prisons sans aucun jugement. Ils y ont séjourné pendant plusieurs moments. Vous avez suivi les revendications de l'opposition qui demandaient notamment leur libération. C'est donc une chose. Quels sont ceux qui ont été arrêtés et qui n'étaient pas... Non, je veux savoir, quels sont ceux qui ont été arrêtés et qui n'étaient pas mêlés à la manifestation? Écoutez, je veux le savoir. Nous avons longtemps suivi la façon... Je vous donne l'exemple tout simple du petit garçon dont les images ont circulé, le petit garçon qui a été battu par des agents de sécurité. Même ce matin, nous parlions de ce jeune garçon-là. Comment est-ce que vous comprenez de tels agissements? À mon avis, ce n'est pas républicain. Ce qui est problème dans cette situation, c'est que l'État a tendance à davantage réagir quand ça concerne son pouvoir, son fauteuil, quand ça le concerne, que quand ça concerne de simples citoyens ou quand ça concerne les manifestants de l'opposition. Et c'est aussi ce qui fait que la justice rendue par l'État n'est pas acceptée. Si l'on est prêt à mettre en œuvre une justice qui puisse être acceptée de tout le monde, il faut quand même commencer par interpeller, par inquiéter ces éléments des forces de l'ordre dont les images parfois sont assez explicites. On voit le visage de l'agent de force de l'ordre, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais si l'on ne s'en prend qu'à des éléments de l'opposition, je ne peux pas le comprendre. Il faut encore une fois interpeller l'État dans une telle situation. Si l'on sait que la justice sévit, même ces débordements du côté de l'opposition, à mon avis, ça va cesser. Et ce serait la même chose pour les forces de l'ordre. Une soixantaine de manifestants déjà tués depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Pensez-vous que ce rapport... Et plus d'une centaine de blessés. Hein. Absolument. Pensez-vous que ce rapport est publié, est tombé à pic et qu'il va réfréner les ardeurs, entre guillemets, chez nos forces de sécurité? Alors je pense que nous, journalistes, ce rapport ne nous donne... Ce n'est pas une surprise. Ce qu'il contient, nous le savons déjà. Oui. Moi, j'ai couvert plusieurs fois des manifestations et je sais combien de fois, avec quelle violence les forces de l'ordre ont réprimé ces manifestations. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, comme le disait Lamine Monument, c'est la violence avec laquelle aussi les jeunes manifestants, exercent sur les forces de l'ordre. On fait plus de publicité pour les blessés du côté des manifestants que pour les forces de l'ordre qui sont blessés. Vous avez des gens qui ont des traumas crâniens extrêmement graves, d'ailleurs qui en décèdent. Il y a des policiers qui sont décédés lors de ces manifestations-là. Maintenant, ça ne justifie pas l'utilisation de la violence disproportionnée. Je pense qu'il y a des méthodes pour encadrer les manifestations. Il y a des manières d'encadrer les manifestations de façon moins violente, plus intelligente, de telle sorte qu'on évite qu'il y ait des blessés d'un côté ou qu'on réduise quand même le bilan humain, qu'on réduise au maximum le bilan humain. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Alors c'est bavure, cette question, c'est bavure, est-ce une volonté, une volonté du pouvoir de mater ou un déficit de formation chez nos forces de sécurité? Alors est-ce qu'il y a un déficit de formation? Oui, certainement il y a un déficit de formation, mais on a tellement investi ces années dans les équipements militaires, dans les équipements de police, mais même la formation. Absolument. Maintenant derrière, est-ce qu'il y a la volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre l'impunité? Parce qu'un officier de police à qui la loi donne autorité
il fait partie de ce qu'on appelle le pouvoir régalien de l'État. L'État a le droit, est légitimement dépositaire de la force publique. Quelqu'un qui est dans cet esprit-là, est-ce qu'on lui a dit qu'il y a un cadre légal dans lequel il évolue? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il dépasse les limites que le cadre légal lui permet, dans le cadre, dans sa mission, quelles sont les sanctions auxquelles il est soumis? Il n'y a jamais eu de sanctions. On a vu des policiers tirer. Moi particulièrement, la dernière manifestation sur la petite route de Caporal dans le quartier, des policiers qui sont rentrés, qui ont tiré sans sommation, alors qu'on était arrêtés. Et ils ont failli tirer sur le caméraman avec lequel j'étais, mais qui a eu la chance de fuir et de se réfugier dans une famille. Donc, ce n'est pas des choses qui nous sont racontées. Pour nous, les journalistes, on voit combien de fois certains éléments de police et qui étaient dans un véhicule banalisé, qui descendent, qui portent des gilets, parce que je me dis que les gilets par balle, ça ne se vend pas au marché. Il n'y a que les policiers qui peuvent l'avoir ou les gendarmes. Mais c'était des policiers qui sont descendus, qui ont tiré sans sommation sur des jeunes manifestants qui étaient là, qui avaient juste barricadé la route. Je pense que lever une barricade ne nécessite pas l'utilisation de PMAK. Il y a d'autres moyens plus conventionnels pour réprimer les manifestations. Justement, il y a ce rapport qui accable les forces de sécurité, mais il y a aussi ces discours politiques qu'on entend ici et là. Récemment, le chef de l'État était dans une université publique où il a mis en garde d'éventuels acteurs qui voudraient faire de la confrontation. Il a menacé en disant qu'il le trouverait devant eux. Et avec cette loi polémique qui a été votée par l'Assemblée nationale, vous craignez donc un raidissement de la situation politique dans la perspective de l'élection présidentielle. Absolument. Disons, la cristallisation actuellement des tensions politiques quand même ne laisse pas présager malheureusement quelque chose de bon. Surtout à la veille, nous sommes à quelques 110 jours quand même des élections, il ne faut pas l'oublier. Et le timing même de ce rapport, moi, m'interpelle. Parce que il arrive juste quelques semaines seulement après le départ de Fatou Bensouda, qui a lancé une sorte d'ultimatum aux acteurs politiques en Guinée. Il ne faut pas l'oublier. On n'en parle pas assez, mais elle a prévenu que, disons, à la veille de ces élections-là, elle a prévenu tout un chacun de veiller au discours politique. Parce que si malheureusement les choses dérapaient, les gens pourraient avoir à répondre devant la CPI. On a déjà vu ce cas de figure, notamment au Kenya. Mais apparemment, nos acteurs politiques ne font pas beaucoup attention à ce type d'ultimatum. Je me dis que c'est un premier pas. Comment dire, 77 blessés parmi les forces de l'ordre, 37 blessés par balle parmi les manifestants, 37 blessés par balle, c'est trop. 223 blessés en tout, et un cas de viol signalé, des vols, notamment de la part de forces de l'ordre, des téléphones volés, des gens brigandés. Je me dis que tout ça, ça ne fait pas honneur tout simplement à la République. C'est un rapport qui déshonore la République. Ça veut dire quoi? C'est que nous ne faisons pas d'économie de la crise dans notre pays. Parce que c'est l'image que nous sommes en train d'envoyer malheureusement vers l'étranger. Nos acteurs politiques, le même scénario. Absolument. Nos acteurs politiques ne parviennent pas à s'entendre et tous les jours, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux de la violence. Et les discours politiques ne font pas du tout baisser la tension. Quand j'entends un député de la République dire nous allons former des milices d'autodéfense, nous allons demander à nos jeunes désormais de traquer les familles, les femmes et les enfants des policiers qui les crient dessus. Et de l'autre côté, j'entends des gens de la part de la mouvance qui disent nous-mêmes nous allons nous transformer en comment dirais-je, en miliciens. Je me dis où est la justice? Il y a le chef de l'État dans tout ça. Il y a une faillite de nos institutions. Le chef de l'État, je ne parle pas de lui. Je parle du président de la République qui est plutôt l'institution que la Constitution nous donne. Il y a une faillite de nos institutions, que ce soit le président de la République, que ce soit l'institution judiciaire, qui quelque part encourage cette sorte d'impunité en ne tapant du doigt que sur, disons, les menus frétins, les jeunes qu'on ramasse par-ci par-là pendant les manifestations, mais jamais de sanctions, jamais de punition pour les forces, pour les agents de services de sécurité indélicats. Moi, je me dis quelque part, ce qu'on est en train de faire est très mauvais. Parce que eux, ils vont passer, cette classe politique-là, elle va passer. Mais on est en train d'installer une sorte de culture de la violence dans notre pays. Le message qu'on envoie aux jeunes, c'est que si un homme en uniforme vous dit stop, votre seule façon de riposter, c'est de prendre vous aussi lance-pierre, c'est de prendre aussi des armes blanches, c'est de prendre même parfois des armes à feu et de répliquer. Et là, à mon avis, si on continue cela,
on risque de s'installer dans un climat de crise assez long. Et ça, il faut le craindre aujourd'hui, il faut le dénoncer, il faut plus de justice. Et là, personnellement, j'invite vraiment la CPI à s'intéresser de plus près à ces élections en République de Guinée. Parce que nous sommes en train de réunir quand même tous les ingrédients pour une implosion sur le plan politique dans le pays. Et ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Je ne le souhaite pas du tout. Merci Mohamed. Nous avons quelques minutes pour parler de cette polémique qui enfle en Guinée autour de la question du voile intégral. C'est le président de la République, le chef de l'État en personne, qui a donc suscité le débat à l'occasion d'une déclaration dans le Kakandé à Boké. Est-ce que, relativement à ces annonces sur des menaces supposées ou réelles de possibles attentats en Guinée, est-ce qu'on peut faire un lien entre la question du voile et la question du terrorisme? Alors, je voulais d'abord m'indigner face à une situation. Je ne comprends pas qu'en Guinée, que des gens instrumentalisent des questions de sécurité nationale pour dire qu'on est en train d'instrumentaliser. C'est une façon de faire de la politique. Le chef de l'État a accès à des informations que nul autre n'a accès. Absolument. Première chose. Deuxième chose, le ministre de la Sécurité, chaque matin, fait un rapport au chef de l'État et, notamment, vous savez que l'ambassade de France est là. Le chef de l'État a dit qu'il avait reçu des renseignements des services secrets français. Vous pensez que, sérieusement, si c'était un mensonge, que l'ambassade n'allait pas démentir, peut-être diplomatiquement, on allait se réserver. Mais je ne pense pas que quelque part que le chef de l'État prenne ces choses à la légère. Deuxième chose. Troisième chose, je pense que les gens n'observent pas les pays voisins. Au Mali, on a une rébellion, on a AQMI et les autres mouvements islamistes qui évoluent. Ils sont à la frontière avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas ils ont tenté de frapper des gens. La Côte d'Ivoire n'est pas assez loin d'ici. On signale des mouvements au Cameroun. Le Cameroun d'ailleurs, où il y a eu des attaques terroristes. Pourquoi la Guinée serait-elle épargnée par ces mouvements djihadistes? Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est dans un pays où, depuis quelque temps, on voit une montée de l'islamisme, une intolérance religieuse dans ce pays. La montée de l'intégrisme. Il y a une forme d'intégrisme, mais chacun met les mains devant les yeux et fait semblant de ne rien voir. Je pense que c'est le moment, peut-être pour l'État, puisqu'ils ont ces renseignements-là, d'enquêter et de voir réellement comment on peut juguler la crise. Parce qu'il faut, ce qui arrive au Mali, ou ce qui arrive en Côte d'Ivoire, forcément, la Guinée ne pourrait pas être épargnée. Nous ne sommes pas un pays en dehors de la sous-région. Les armes circulent dans la sous-région. Les gens circulent. Je ne veux stigmatiser personne, mais on sait qu'il y a des gens qui sont intolérants religieusement. On l'a vu à Pambeto ici, des jeunes filles qui ont été descendues des taxis et tabassées parce que juste elles portaient des jeans ou qu'elles étaient habillées d'une manière innocente. Je pense qu'on est dans un pays laïque où il y a une certaine forme de liberté et on doit laisser chacun jouir de sa liberté. Dès qu'il y a cette forme d'intolérance, l'État doit être interpellé. Maintenant que les gens l'instrumentalisent et la ramènent dans un débat que je considère vraiment qu'il y a un débat de non-sens, c'est vraiment choquant. Vous soupçonnez le président Alpha Condé de vouloir restreindre donc une liberté religieuse, le port du voile, en se fondant donc sur ces menaces terroristes? Je pense personnellement. Bon, j'ai envie quand même de dire à Bakar que c'est assez mal de discuter de ce sujet, un sujet aussi intéressant avec le peu de temps qui nous reste. Mais à Bakar, posons-nous la question sérieuse de savoir à quelle fin, quel est l'intérêt pour le président de la République, dans une république à majorité écrasante musulmane, d'interdire un voile auquel tiennent les musulmans. Et de risquer de renforcer l'argument selon lequel il n'est pas très religieux. Oui. Il y a une chose, Aboubakar. Il est vrai, comme le disait Abdourahmane, qu'il est possible d'instrumentaliser le besoin de la sécurité nationale, mais il est aussi possible d'instrumentaliser la notion même de laïcité. Parce que la laïcité voudrait que l'on puisse jouir librement de ses libertés religieuses, politiques et tout, sans déranger, sans piétiner la liberté de l'autre. Et là, on peut délibérément, on voit en France comment ça se passe, ça suscite beaucoup de débats. Mais moi, mon problème, c'est la démarche. C'est la démarche. Le président de la République fait bien d'ouvrir ce débat parce que c'est une question d'actualité. Il faut parler de laïcité. Mais également, il y a une exigence de sécurité.
Comment y parvenir? Je pense que c'est là le problème. Il a lancé ce débat. Il faudrait, et c'est une suggestion que nous avons déjà faite il y a quelque temps, il faudrait en discuter au sein de nos universités. Ouais. C'est une première chose. Il faudrait suffisamment communiquer là-dessus. Mais puisque nous sommes dans un monde où politiquement tout est utilisable, tout est marchandable, il faut associer les politiques à cette situation-là. Parce que ce sont facilement eux qui vont se servir de la chose. Alpha Condé n'a pas intérêt à se voir présenté comme un mécréant. Oui, et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et peut-être que je vais juste rappeler des points. Et je suis d'accord que malheureusement aujourd'hui dans notre pays on est en train de tout politiser. Et j'ai peur que la vague ne nous emporte un jour et qu'on soit là pour regretter ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, le président de la République, il a rappelé hein, tous les services, il a un arsenal de services de renseignement ici en Guinée et à l'étranger qui sont acquis à sa cause et qui lui donnent des informations régulièrement. Et donc, s'il le dit, moi je ne pense pas que cela est une liaison, une quelconque liaison avec la politique ou avec ce que le président est en train de faire aujourd'hui, galvaniser ou avoir beaucoup d'électeurs potentiels. Mais pour le cas, heureusement que le président de la République a demandé à l'université, il dit que c'est ridicule et grotesque ce qu'on lui attribue, les propos à lui attribués dans les médias, qu'il a dit qu'il va interdire le port du voile intégral, donc il a démenti. Il a simplement ironisé qu'il faut laisser, il faut permettre aux gens au moins de savoir si vous êtes femme ou homme. Voilà, donc il a ironisé en ces termes. Mais moi, de mon avis, je voudrais que... C'est vrai que moi... Non, mais la question du voile, tout de même, c'est oui, un rapport à ces menaces... J'arrive, oui, mais... Je sais qu'ailleurs, ça fonctionne comme ça. Ce sont souvent ces femmes... je suis d'accord. J'étais en train, en quelque sorte, de planter le décor. Et parce qu'on a attribué des propos au président que lui-même a démenti lors de son passage à l'université de Somphonia. Mais de mon avis, maintenant, parlant de cette interdiction ou de tout ce qu'on entend, et moi je voudrais que cette question soit mise en différé. C'est-à-dire que la question du port du voile intégral, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut prévenir. Mais parler, il ne faut pas remuer, il ne faut pas mettre, à mon avis, le doigt dans une plaie qui ne sait même pas. Il n'y a pas de plaie. Il n'y a même pas de plaie. Donc, parlez. Oui, mais vous pouvez tomber de nu, mais moi je dis bien. Non, moi il y a des pays qui sont frontaliers aux zones comment on appelle, aux zones aujourd'hui qui sont touchées par la poussée extrémiste, mais ces pays n'ont pas interdit le port de voile intégral. Moi je ne suis pas. Moi je ne suis pas pour cette interdiction. Le Niger a été frappé combien de fois? Le Niger a été frappé combien de fois? Non, moi je parle du... Le Niger a été frappé combien de fois? Le Tchad a été frappé combien de fois? Le Maroc l'a interdit, l'Algérie l'a interdit. Non, mais je vous dis, je dis ce que je pense. Je dis bien ce que je pense. Le président de la République n'a pas à évoquer ce sujet. Il devait mettre ce sujet en différé. Et peut-être de façon très intelligente, passer par des campagnes de sensibilisation et pour ne pas, sans doute, pour ne pas rêver, lire de certaines personnes qui sont plus intégristes et qui se diront, oui, attendons, on en parle et voilà. Donc, moi, je vais... De toutes les façons, c'est mon avis. C'est mon avis et c'est l'avis de Lamine. Oui, c'est mon avis. Personnellement, je pense que ce n'est pas bien si le président adoptait cette attitude. Il serait coupable de ce que la loi prévoit comme étant de la haute trahison. La Constitution lui impose des devoirs. Et ça, c'est impératif. On est aujourd'hui, il y a un impératif de respect des droits et des libertés fondamentales. Il y a des sujets très sensibles oui, attendez, dont le président de la République se doit de ne pas l'évoquer. Mais il y a aussi aujourd'hui un impératif sécuritaire qui ne dit pas son nom. Écoutez, il faut être aveugle ou niais pour ne pas reconnaître que la Guinée aujourd'hui constitue un terreau fertile à la montée de l'extrémisme religieux. De tous les côtés, de tous les bords. On le voit tous les jours dans nos rues. Maintenant, moi je pense que le président a bien fait de lancer ce débat, et surtout dans une université. Avant tout, c'était destiné à des universitaires, mais moi j'aimerais que il n'en avait pas besoin.
Moi, je pense que la classe politique devrait s'attaquer au sujet. Pourquoi? Parce que d'abord, la loi le leur impose. L'article 72 de la Constitution veut que tout ce qui est défense, sécurité et liberté fondamentale revienne du domaine de la loi. Donc, avant tout, c'est aux députés, en principe, d'aller s'asseoir, de réfléchir et de mûrir cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, comment faire? N'oublions pas que le président n'a fait que s'inviter dans un débat. En réalité, il ne l'a pas suscité. Déjà depuis 2 mois à l'Abbé, des militaires interdisaient aux femmes voilées, notamment de passer dans le camp, sans se découvrir le visage. Donc, il y avait déjà cette tension-là qui montait du côté de l'Abbé. C'est parvenu aux oreilles du président. On le savait déjà tous dans la presse que ça commençait déjà à créer des problèmes à l'Abbé. Finalement, ne faut-il pas trancher? Moi, je ne dis pas qu'il faille aujourd'hui interdire le port du voile. Déjà, on ne peut même pas interdire le voile parce que plusieurs religions recommandent le voile, mais le voile intégral, lui, pose problème dans un climat de sécurité assez délétère dans la sous-région. À mon avis, c'est aux Guinéens, alors ensemble aujourd'hui, de décider là-dessus. S'il le faut carrément qu'on ait au référendum. Pourquoi pas? Un mot rapidement à rajouter? Non, mais je voulais juste dire à Lamine Monument que la réaction du président de la République et de nous qui sommes présents ici, elle est rattachable au mode opératoire des terroristes aujourd'hui. C'est parce qu'ils se servent de ce genre de moyens que la question a été posée. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un sujet est sensible, et ce n'est que mon avis, ce n'est pas parce qu'un sujet est sensible et qui est autour des intégristes, des gens qui ne voudraient pas en parler. Mais il n'y a pas d'imminence à mon avis. Nous allons avoir peur d'aborder le sujet. Le président nous dit que des attentats se préparaient du côté de Mandiana. Est-ce que cela n'est pas pressant? Est-ce que ce n'est pas imminent? Il était tout de même... Absolument. Souvent, le danger, il est là. L'islamophobie, par exemple, a gagné du terrain en Occident parce que les gens ont eu peur banaliser au début le sujet. Il faut éviter à tout prix de sacraliser certains débats qui vaillent la peine d'être abordés. Donc c'est un sujet qui ne doit pas être du tout tabou, vous l'avez remarqué. Le débat continue, continuez vous-même à poursuivre le débat chez vous. Et le chef de l'État qui est de passage le lundi ou mardi du côté du Niger, est-ce que ça va lui donner des idées sur la question du voile? Pourquoi pas? Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez du côté de Cancan. Merci de l'attention. On se reprend la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Au revoir. Portez-vous bien. Merci.